nous sommes réunis pour parler de l'ouvrage que vient de publier la collection Architecture et Paysages aux Presses universitaires de Bordeaux, dont le titre est L'école d'architecture de Bordeaux, héritage et perspective, sous la direction de Gauthier Ball et de Laurent Chevalier. Donc, nous allons présenter peut-être les deux auteurs pour commencer, et puis essayer d'écrire cette somme, enfin le contenu de cette somme et les questions très intéressantes que pose ce travail. Donc, Gauthier Ball, peut-être présentez-vous en quelques mots et surtout votre rapport avec l'école de Bordeaux. Bonjour, je m'appelle Gauthier Boll, je suis architecte et historien de l'architecture. Je suis maître de conférence actuellement à l'école d'architecture de Strasbourg où j'ai été formé en tant qu'architecte. Ensuite, j'ai fait une thèse en histoire de l'art et de l'architecture. Et avant d'enseigner à l'école d'architecture de Strasbourg, j'ai été nommé quelques années comme enseignant en histoire et culture architecturale à l'école de Bordeaux, ce qui m'a permis de me familiariser avec cette institution. Quant à Laurence, peut-être quelques mots pour vous présenter également. Alors, moi, je suis Laurence Chevalier, donc moi, je suis historienne de l'art et j'ai commencé à faire de l'histoire de l'architecture à partir de ma maîtrise, jusqu'à consacrer ma thèse à un architecte actif à Bordeaux à la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. J'ai intégré comme vacataire l'école d'architecture de Bordeaux en 2012. J'ai été titularisée sur un poste à Toulouse et quand Gauthier est parti à Strasbourg, je suis revenue à Bordeaux par voie de mutation où j'enseigne aujourd'hui en histoire et culture architecture. Alors, peut-être pour commencer, on va aborder le cadre dans lequel vous avez élaboré cet ouvrage, parce qu'en fait, c'est une véritable recherche que vous avez conduite dans un cadre plus large, un programme de recherche national. Et il est très important peut-être de situer ce cadre pour commencer. Voilà. Alors, Gauthier. Oui, je veux bien. Alors, c'est vrai que l'ouvrage qu'on propose aujourd'hui, il est la conjonction d'un certain nombre de dynamiques et au premier rang de ces dynamiques, il y a le programme de recherche nationale qui s'appelle ENSA 20, Histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle. C'est un programme de recherche incitatif qui a été initié par une historienne de l'architecture qui s'appelle Anne-Marie Châtelet et qui a obtenu le soutien du ministère de la Culture, notamment du comité d'histoire du ministère de la Culture, pour faire ce grand programme de recherche qui visait à s'intéresser à l'histoire de l'enseignement de l'architecture en France, dans tous ces foyers régionaux qu'on connaissait assez mal finalement. On connaissait bien le 19e siècle et on connaissait beaucoup moins bien le 20e siècle, et notamment les écoles régionales qui étaient des dépendances de l'école des beaux-arts. Ce programme de recherche nationale ENSA 20, il a permis de faire un tour des écoles avec des séminaires bisannuels et de fédérer un véritable réseau de recherche et de chercheurs. Et un de ces séminaires s'est tenu notamment à Bordeaux et a permis de lancer le projet finalement qui prend une forme ou qui aboutit à travers cet ouvrage. Voilà. Alors peut-être… Si je peux me permettre, peut-être il y a ce cadre national favorable, mais ça serait quand même peut-être bien de dire deux mots du travail fait par Gilles Rago en 2013 qui permet l'exposition sur les 40 ans de l'école. Oui. Allez-y. Peut-être Laurence, dites que ce travail s'inscrit dans la continuité d'un premier travail. Effectivement, il y a un cadre, il y a un contexte national très favorable autour des années 2015-2016 qui amène à réfléchir sur l'histoire des écoles régionales. Mais pour Bordeaux, il y avait déjà eu des prémices, des premières investigations qui avaient été menées par Gilles Rago à l'occasion d'un workshop qui avait rassemblé 27 étudiants et qui pendant une semaine avait travaillé à collationner des archives, à évidemment investiguer ces archives et à faire quelques entretiens. Et le matériau rassemblé était tellement important que, in fine, la décision a été prise de faire une exposition qui a consacré les 40 ans de l'école en 2013. Voilà. Alors, c'est un ouvrage qui est très, très important, enfin dans le volume très important, il fait presque 500 pages. Donc, il a un contenu qui est très, très riche. Vous allez nous en parler.
Vous avez donc une démarche d'historien pour choisir, pour focaliser votre intérêt sur certains aspects spécifiques que vous allez peut-être nous présenter. Et en particulier, une chose tout à fait peut-être singulière et importante dans ce travail, c'est que c'est aussi un ensemble de témoignages polyphoniques, comme vous le qualifiez. C'est donc un travail sur une source vivante, une source vive, et avec cette idée de donner plusieurs facettes, plusieurs points de vue sur une même réalité, et qui rendent lisible un petit peu en filigrane les conflits ou les tensions qui traversent évidemment ce grand établissement au fil du temps. Mais tout ça, c'est vraiment un parti pris d'historien. Donc, j'aimerais bien que vous nous parliez du contenu de cet ouvrage, mais également donc du parti pris qui a guidé vos choix. En fait, ce qui est intéressant par rapport au programme Anne Savant et aux premières investigations menées par Gilles Rago, c'est que on s'est très vite rendu compte, en ayant ces éléments de point de départ pour notre propre recherche, que le projet éditorial qu'on menait aboutirait forcément à croiser histoire et mémoire. Pourquoi ? Parce que c'était une histoire en construction, fondée sur des archives majoritairement inédites. Et dans ces archives majoritairement inédites qui vont de s'intéresser à l'institution, s'intéresser à la prosopographie, s'intéresser aux biographies d'architectes et évidemment à l'histoire elle-même de l'institution, est très vite apparu comme une évidence pour nous que les archives ne nous fournissaient pas suffisamment de matériaux, notamment à partir des années 60-70, et que donc on ferait appel à la mémoire des étudiants, des enseignants. Et l'autre intérêt de faire appel à cette mémoire, c'était de rendre cette histoire vivante. C'est-à-dire de pas seulement être dans des contributions scientifiques d'historiens, mais aussi rendre évidemment cette histoire vivante. Donc pour ce faire, assez rapidement, ce mélange entre histoire et mémoire nous est apparu un peu comme une évidence. C'est par rapport aux matériaux qu'on a réussi à collationner entre, en gros, 2018 pour Gauthier, 2016 pour Gauthier, 2018 pour moi, jusqu'à peu près 2020, début de l'année 2021, que la structuration en 4 parties s'est imposée aussi à nous. Pour compléter ce que vient de dire Laurent sur le croisement entre l'histoire et la mémoire, c'est aussi la volonté qu'on avait justement de s'intéresser à l'histoire du développement de l'enseignement de l'architecture, au-delà de simplement de l'institution école, parce qu'on se rend compte que différentes institutions se sont succédées au fil du temps et de l'histoire. Donc, au-delà de la structuration institutionnelle, c'est quel enseignement de l'architecture et puis plus récemment de l'urbanisme, du paysage ou d'autres disciplines se sont développées au fil du temps à Bordeaux. Et la question de la mémoire, elle touche évidemment plutôt les acteurs récents dont on a pu collecter les témoignages. On a donc fait le choix de 4 parties pour cet ouvrage. Une première partie qui restitue, mais là aussi de manière relativement polyphonique, on a plus d'une dizaine d'historiens qui apportent des focus d'éclairage très variés, à la fois internes, à la fois externes sur l'histoire de l'établissement. Donc, ça peut être des travaux qui portent sur les trajectoires des élèves, mais les trajectoires à l'école, comme les trajectoires aussi après l'école, les trajectoires professionnelles. On a, par exemple, un article très intéressant d'Émilie Dorgex qui traite de l'implication des élèves de l'école de Bordeaux dans les années 50 dans le cadre de la reconstruction et particulièrement dans le cadre de la reconstruction de Royan. Et puis, donc ça, c'est cette première grande partie historique. Et ensuite, on a une partie qui est un peu intermédiaire où on a collecté quelques positions d'enseignants. On les a définies comme des postures hybrides dans le sens où elles sont un peu entre l'histoire et la mémoire et où des enseignants affirment des postures pédagogiques qui se sont développées au sein de l'école, mais là aussi dans les années les plus récentes, c'est-à-dire plutôt dans la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Donc, on a une deuxième partie de l'ouvrage qui vient offrir
quelques positions, quelques textes où des enseignants, chercheurs de l'école affirment des postures pédagogiques, mais ça concerne plutôt les années récentes, c'est-à-dire la fin du XXe siècle, les débuts du XXIe siècle, et ça traite notamment de l'ouverture de l'école à l'enseignement de l'urbanisme, à la question du paysage, donc des thématiques qui se sont développées au fil des années 80, 90 et 2000, et qui continuent évidemment à se développer aujourd'hui. Et enfin, on a deux dernières parties. Donc, la troisième partie de l'ouvrage, elle présente de très nombreux témoignages d'anciens étudiants de l'école. Et là, ça permet d'éclairer vraiment la vie de l'école, les rapports entre les étudiants depuis presque la fin des années 50. Donc, on voit une grande évolution de l'école depuis les années 60, puisqu'on est avant 68 encore dans l'ancien système de l'école des beaux-arts et après 68 dans une école réputée ou dite autonome qui se développe dès lors. Et enfin, on a une dernière partie de l'ouvrage qui a demandé aussi beaucoup d'énergie et de travail, notamment aux personnes qui nous ont accompagnés dans ce projet, notamment une doctorante qui s'appelle Camille Moulinier et une ancienne élève de l'école qui s'appelle Claude Ney, qui nous ont aidés à fabriquer aussi cet ouvrage. Et dans cette dernière partie, on a rassemblé un certain nombre de matériaux pour la recherche, donc des annuaires qui recensent les étudiants et les enseignants de l'école. Très bien. Mais alors justement, il y a eu aussi une conjoncture tout à fait intéressante avec la création d'une association d'anciens élèves qui s'est produite pratiquement au même moment, enfin au moment où vous étiez en train d'élaborer ce travail. Et donc vous allez peut-être nous en dire deux mots parce qu'on sent bien qu'il y a ce dialogue avec cette association a été un moteur aussi pour vous et elle apporte quelque chose de très vivant dans le choix, enfin, et dans la présentation et surtout justement ces points de vue multiples. C'est un peu grâce à ce dialogue avec l'association que vous avez pu certainement les choisir, les sélectionner. Donc effectivement, Claire, c'est vraiment deux synergies là qui se croisent en 2019, puisque l'association Archivé, qui à l'origine voulait s'appeler Archiveux Vieux, est fondée donc en janvier 2019. La première fois qu'on les rencontre, on se rend compte qu'ils se sont rassemblés en association pour collationner cette mémoire justement de l'école. Ils voulaient faire ce travail mémoriel en fait sur leur passage dans l'école, sur leur vie dans l'école, sur l'impact que ça a eu certainement aussi sur combien ça a été structurant dans leur vie d'architecte et même pour ceux qui ne sont pas devenus architectes. Donc c'est un dialogue constant entre l'association Archivée depuis donc 2019. Et ce qui est très intéressant avec l'association, c'est qu'on n'avait pas seulement la synergie de récolter cette mémoire vivante de l'école, c'est que grâce à eux aussi on a accédé à un fonds iconographique extrêmement riche, puisque beaucoup d'anciens de l'école. Dans ces anciens, il y a beaucoup d'anciens élèves, mais parmi eux aussi, certains sont devenus enseignants à l'école. Et beaucoup avaient gardé de la documentation iconographique, particulièrement sur leurs années d'étudiants, qu'on a essayé d'utiliser au mieux dans l'ouvrage. Donc effectivement, c'est un dialogue constant et Claude Ney a été notre relais en fait. Claude qui a vraiment travaillé sur la dernière grosse année avec nous sur l'ouvrage avec Camille Moulinier, a vraiment été un relais avec l'association. Ce qui a été un peu piégeux en revanche pour nous, c'est que on s'est retrouvé avec beaucoup d'envie de témoigner. Donc on s'est donné quelques règles qui permettaient quand même de faire un peu des choix. La première de ces règles est que les témoins soient d'accord pour écrire leur article. Donc ça a été une première manière entre guillemets de faire des sélections des témoignages. On s'était donné pour règle aussi que la majorité des personnes qui témoignent ne soient plus actives dans l'école ou
pas loin de la retraite, et pour les personnes qui étaient encore actives, de parler plutôt sur leur vie d'élève ou sur vraiment les premières années d'enseignement si ils avaient enseigné à l'école. Et on s'est retrouvé avec beaucoup de témoignages autour des années 60, 68, 70, ce qui nous a obligés, ça c'était très très bien aussi, d'aller recueillir une parole un peu plus récente et de trouver des témoins dans les années 70 et même début des années 80 pour essayer d'avoir, on va dire, une autre parole que celle donnée par les archivés. Ce qui est intéressant aussi avec archiver, c'est que il faut être tout à fait clair aujourd'hui sur le fait que les archives sont assez peu loquaces sur les débats qui ont agité l'école pendant ce temps-là, et que la richesse des témoignages qui nous ont été fournis permettent véritablement d'éclairer ce qui s'est passé dans l'école avant 68, pendant 68 et juste après 68. Et ça, les archives nous donnaient pas autant de profondeur et d'épaisseur de ces moments-là. Très bien. Parce qu'effectivement, vous notez que il y a ce travail notamment de l'association archivée prend une dimension différente selon que l'on est avant ou après 68. Que l'attachement et que la façon de vivre à l'école, de vivre ses études même, est tout à fait différente. Il y a une rupture qui est marquée à ce moment-là. Peut-être en dire deux mots parce que c'est très important quand même dans l'histoire récente. La rupture de mai 68, elle est extrêmement importante, je dirais déjà au niveau national, dans le milieu de l'enseignement de l'architecture. Elle va marquer effectivement une rupture très forte, puisque c'est le moment où l'enseignement de l'architecture, quelque part, quitte le giron de l'école des beaux-arts qu'elle occupe de manière historique. Mais finalement, à Bordeaux, ça va générer évidemment aussi une forme de rupture, mais peut-être un petit peu moins forte quelque part que dans d'autres foyers régionaux. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui caractérise aussi l'identité de l'école d'architecture de Bordeaux, notamment par le fait que l'école régionale, elle a connu finalement, on pourrait dire, deux leaders au fil du XXe siècle. Le premier, c'est son fondateur, Pierre Ferré, qui fonde cette école régionale dans l'entre-deux-guerres et à qui succède pendant la période de la Seconde Guerre mondiale son fils Claude Ferré et qui va, à la différence de ce qui se passe dans d'autres écoles régionales, rester quelque part à la tête de l'enseignement de l'architecture et à la tête de l'école par-delà 68. Et c'est même lui qui va dessiner la nouvelle école autonome que l'on construit sur le site de Talence. Tout ça ne se fait pas sans heurts, sans débat, sans controverse, mais quand même, ce modèle d'enseignement académique de l'architecture, il se maintient à Bordeaux, peut-être un petit peu plus nettement qu'ailleurs. Alors peut-être qu'on peut revenir justement sur cette question de la construction de cette identité particulière de l'école de Bordeaux. Et il y a quand même quelque chose aussi de récurrent qui a un trait peut-être un peu girondin, qui est un rapport un peu de conflit avec des tutelles, qu'elles soient régionales dans un premier temps, soit nationales, mais on sent qu'il y a toujours cette volonté d'affirmation. Alors peut-être pouvez-vous revenir un tout petit peu sur en tout cas les grandes étapes de ces, finalement, de cette, on pourrait dire, assimilation au système national, mais ça ne s'est pas fait sans résistance. La naissance de l'école, mais Laurence me complétera sans doute sur les racines plus lointaines, elle se fait exactement dans ces tensions, notamment entre Paris et Bordeaux, entre la volonté de centraliser et d'organiser depuis Paris un enseignement de l'architecture, le décret de création des écoles régionales, donc des satellites d'enseignement de l'école des beaux-arts, il sort en 1903. Mais l'école régionale d'architecture de Bordeaux, elle est créée en 1928. Et ça montre bien ce laps de temps, c'est ce temps de résistance, de débat et puis finalement d'acclimatation à l'idée que cet enseignement de l'architecture, il peut être structuré et organisé quand même depuis Paris sans que Bordeaux et la ville de Bordeaux et la municipalité de Bordeaux n'y perdent toutes ses prérogatives. Donc il me semble que c'est structurant, c'est même un peu dans l'ADN quelque part de l'école dès ses origines et ça ne va pas la quitter tout au long de son histoire puisque même là aussi, après 68, alors qu'on devrait avoir quitté ces tutelles d'une certaine manière,
on peut encore lire, par exemple, des liens très forts et des proximités très fortes entre la ville de Bordeaux et l'école d'architecture de Bordeaux. Et ça c'est des lignes de continuité dans son histoire qui sont très intéressantes, structurantes et qui la singularisent dans le paysage national. Alors oui, justement, vous parlez de ce lien entre la ville et l'école, mais quelque part, il y a un lien très fort aussi entre l'enseignement et la profession. C'est-à-dire à la fois parce que ce sont des professionnels qui enseignent, pour la plupart, ce sont des professionnels issus, bien sûr, du vivier bordelais, mais également parce qu'il y a tout ce va-et-vient des étudiants entre l'école et les agences, les mêmes enseignants dirigeant ces agences et dirigeant les ateliers à l'école, donc quelque chose qui est très fort dans ce lien, qui était tout à fait lisible également à Paris hein, et dans les ateliers de province, mais qui a peut-être eu disons, une vie plus pérenne à Bordeaux, enfin, qui s'est poursuivie. Ce lien profession-enseignement, il est particulièrement fort à Bordeaux. Je trouve. Ouais, vas-y, pardon, excuse-moi. Non, deux petites choses pour rebondir là-dessus. Je pense que ce qu'a dit Gauthier précédemment concernant les résistances à l'enseignement nationalisé quelque part, étatisé et nationalisé, vient en partie de là. C'est que une des causes immédiates que de créer une école régionale pouvait être que l'école ne choisirait plus ses enseignants et que ce serait Paris qui le ferait. Et donc ça, il y a une grande résistance des Ferré par rapport à ça. Et avant Ferré, l'abbé lui-même, en 1903, quand le décret est sorti, s'y refuse. Donc je pense qu'il y avait déjà une première grande résistance au fait que ça ne soit plus l'école elle-même qui choisisse ses enseignants, choisissant évidemment ses enseignants dans ce monde, dans la profession locale. Et parmi, a priori, les personnalités fortes de cette production, de ce monde local. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça crée des filiations qui sont très fortes, puisque les élèves par exemple, pour prendre la dynastie de Ferré, les élèves de Ferré vont devenir les enseignants ensuite dans l'école et vont évidemment permettre à cette manière de penser l'enseignement de l'architecture se perpétuer sur plusieurs générations. Il y a un autre élément qui est extrêmement intéressant, et ça on a beaucoup de mal à l'identifier, à l'analyser, c'est aussi, et ça à mon avis ça dépasse Bordeaux, c'est la place que tenait le travail en agence dans la formation de ces jeunes architectes. Il y a aussi, je pense, cet élément-là qui est extrêmement important dans la place que prend la profession dans l'enseignement à l'école. Et ça, on a beaucoup de mal aujourd'hui à le quantifier. Je pense aussi que sur ces liens entre enseignement et profession, c'est quand même tout à fait aussi intrinsèque à ce qu'étaient les études en architecture avant 1968, puisque la durée des études était alors illimitée. On pouvait venir à l'école et travailler en même temps dans des structures professionnelles. Donc, c'était des milieux qui étaient effectivement, comme le dit Laurence, beaucoup plus poreux. Et c'est très intéressant de voir que certaines agences qui sont nées dans le creuset de l'école, comme par exemple la fameuse dite école bordelaise, donc l'atelier formé par Salier, Courtois et Laju, est considéré par certains comme une sorte d'école bis, c'est-à-dire on allait à l'école, école régionale d'architecture, où on apprenait un peu les fondamentaux peut-être de l'architecture classique, on faisait ses gammes, et puis peut-être que dans ce type d'agence, un degré supérieur d'ouverture à la modernité pouvait aussi se faire. Alors peut-être que avant d'aborder la pédagogie d'aujourd'hui, enfin des choses peut-être plus récentes, ce serait intéressant de revenir sur votre posture d'historien. C'est-à-dire que d'une part, peut-être sur cette question de la mémoire dont vous avez parlé, dont vous dites par ailleurs qu'elle est volatile, la mémoire de l'enseignement par définition, et en particulier de l'enseignement d'architecture, puisque c'est un enseignement qui traditionnellement se fait de bouche à oreille, se fait
oralement, une tradition orale, bien sûr qui s'est progressivement étayée avec des apports disciplinaires multiples et puis avec la théorie de l'architecture quand même depuis toujours. Donc, il y a toute cette question, moi j'aimerais bien peut-être vous développer sur cette question d'une mémoire collective, comment capter une mémoire collective qui est capable de restituer cette volatilité de l'enseignement et cette spécificité aussi, puisqu'il y a une véritable spécificité à Bordeaux. En quoi est-ce que alors on imagine bien que l'approche que vous avez eue, polyphonique, était destinée à ça, un peu capter des fragments, des éléments, mais justement, comment est-ce que tout ça arrive à former un tout? Comment est-ce que tout ça rebondit encore sur d'autres pistes? Parce que c'est ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'on sent qu'il y a encore une matière très importante à exploiter. Donc peut-être j'aimerais vous entendre sur cette question-là. Je veux bien, moi, intervenir sur le fait que c'était pas évident pour une historienne dite de l'époque moderne, ouais. Donc plutôt spécialisée sur le XVIIIe siècle d'ailleurs, que de travailler effectivement sur une histoire très immédiate en fait, sur une histoire très contemporaine et très immédiate. Et finalement, pour moi, l'une des leçons, c'est que c'est possible de le faire. Donc on a les archives, bien entendu, on a ces nombreux témoignages, et à partir de ces nombreux témoignages qui à la fois lèvent le voile et à la fois nous obligent à un certain recul, puisque c'est un témoignage. Tout à l'heure, on disait qu'on avait fait ce choix éditorial des témoignages. On a fait le choix aussi de garder la tonalité de ces témoignages. C'est-à-dire, on les a pas du tout retouchés, on n'est pas du tout intervenu. Donc, il y a aussi un travail d'historien derrière d'essayer d'interpréter et de tirer des fils, effectivement, pour comprendre un peu les complexités à l'œuvre, les processus et les complexités à l'œuvre. Et il est vrai que capter la mémoire n'est pas une chose forcément très compliquée. C'est pas la capter en fait qui est compliqué, parce que surtout grâce à Archivé, il y avait une vraie envie de raconter. Le gros travail pour nous aujourd'hui, c'est de prendre du recul avec ça et justement d'en tirer des fils et de voir les pans que ça soulève d'une histoire en plus qui est très très peu documentée par les archives et sur laquelle on doit finalement s'appuyer sur ces témoignages et en même temps avoir du recul sur ces témoignages. Donc c'est vrai que moi, en tant qu'historienne du passé, c'est une vraie leçon de me rendre compte que le témoignage est un apport, mais sur lequel il faut quand même avoir un regard et un recul critique pour arriver ensuite à construire un récit. Donc effectivement, c'est polyphonique, ce sont des bribes. Et après, à nous de faire le travail, de faire des connexions si c'est possible, et de voir si à partir de là, un récit est possible. Pour compléter ce que dit Laurence et pour rebondir sur la question de Claire, sur cette question de la mémoire et de la mémoire de l'enseignement, c'est très juste. C'est vrai que l'enseignement de l'architecture, comme on peut le voir sur l'image qui est derrière moi, c'est souvent des échanges, des discussions informelles qui ne sont pas consignées, qui ne sont pas enregistrées, et dont on n'a pas forcément une trace très, très durable, si ce n'est par effectivement le témoignage des élèves. Alors on a quand même des très belles traces et qu'on essaye de valoriser aussi dans l'ouvrage, que sont les dessins en fait des étudiants, donc une production graphique qui est parfois extrêmement soignée, extrêmement étonnante, puisqu'il y avait notamment dans cette tradition Beaux-Arts une culture du dessin et de l'art du dessin qui est tout à fait fascinante et qui va se prolonger là aussi par-delà 68. Donc ça, c'est quand même une des traces, mais c'est une trace un peu muette justement en elle-même, et les témoignages qu'on a récoltés, qu'on a laissés presque bruts, qu'on a très peu travaillé, le choix qu'on a fait, c'est finalement simplement de les organiser un peu comme une succession chronologique pour voir comment cet esprit d'atelier, cet esprit de l'atelier de l'école régionale d'architecture de Bordeaux avait évolué, avait été aussi le théâtre de débats et de controverses que j'évoquais tout à l'heure. Par contre, vous dites que voilà, dans cette démarche qui est quand même complexe, souvent, comme l'historien le fait habituellement, il pose des hypothèses et puis il va chercher voilà, dans les sources quelque part des vérifications de ces hypothèses. Enfin, c'est pas aussi direct que ça, mais c'est une démarche qui est largement
voilà, hypothèse, déduction, et puis on va plus loin, et à nouveau, on est dans ce processus. Et là, vous dites que avec ces témoignages croisés et cette approche comme ça de plurielle, vous avez été amené à mettre le doigt sur des contradictions et à poser de nouvelles questions. Et ça, c'est peut-être tout à fait intéressant en termes de méthodologie, même pour vous, une méthodologie en tant qu'architecte, en tant qu'historien de l'architecture. C'est vrai que peut-être une des hypothèses ou des intuitions qu'on posait, c'était quand même cette continuité de la tradition académique. Et en réalité, quand on regarde les sources, l'évolution des programmes pédagogiques dans les années 70-80 et ces témoignages, on voit qu'il y a aussi des alternatives, des tentatives, des ouvertures qui se font, qui sont très intéressantes, qui sont parfois comment dire, assez vite rejetées aussi, il faut bien le dire, mais d'autres qui sont plus pérennes et durables et qui finalement cohabitent ou s'hybrident, pourquoi pas, avec cette tradition académique. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors, on a par exemple le témoignage d'une jeune femme qui est étudiante dans les années 60, qui finalement ne supporte pas ce système et qui part très vite étudier dans une autre école à l'étranger, dans la Hochschule für Gestaltung de Ulm, une école beaucoup plus proche justement des réseaux de la modernité. Donc, il y a des gens qui fuient, il y en a d'autres qui fuiront encore dans les années 70 dans des unités pédagogiques parisiennes un peu échaudées, voilà, par le poids de cette tradition locale. Et puis, il y en a d'autres qui intègrent ce système et qui défendent des postures alternatives. Sur l'image derrière moi, on voit sur l'image derrière moi, pardon, on voit Marie-Cécile Riffaut qui enseignait les sciences humaines et qui est une des premières à avoir introduit la question des sciences humaines et sociales dans l'enseignement à l'école d'architecture de Bordeaux. Et donc, on voit bien qu'il y a une évolution qui se fait. Elle se fait au niveau national et elle se fait aussi au niveau local. Voilà, tout à fait. Alors, ça, c'est au niveau des étudiants, enfin, vous parlez beaucoup de ces attitudes des étudiants qui, finalement, soit ils restent et ils composent, soit ils s'en vont. Mais quelque part, vous évoquez aussi le fait que l'enseignement s'hybride malgré tout, progressivement, même s'il garde une très forte focalisation sur la pédagogie du projet et une certaine idée du projet. On pourrait peut-être revenir sur ce que c'est que ce fondement de la pédagogie du projet à Bordeaux, parce que avec ses ruptures, ses continuités, voilà, ses ouvertures aussi. Mais c'est peut-être intéressant de revenir sur peut-être cet axe lourd, on pourrait dire, de l'enseignement. Je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, sinon on peut reparler également, parce que ça va tout à fait de pair, avec cette comment dire, cette fertilisation malgré tout du terreau de l'enseignement d'architecture qui se produit par des apports extérieurs et qui donne à Bordeaux aussi une identité bien particulière aujourd'hui avec le paysage, avec l'urbanisme, avec la recherche qui est particulièrement structurée, particulièrement développée à l'école de Bordeaux. Donc avec des aspects un peu paradoxaux sur à la fois une sorte de philosophie d'enseignement du projet qui reste très, très imprégnée par les pères fondateurs, on pourrait dire, et puis en même temps, une place qui est donnée, alors parfois, bien sûr, à l'issue de conflits, ça n'exclut pas les discussions, et Dieu sait si les écoles d'architecture sont un grand terrain de disputation. Mais voilà, ce paradoxe-là, ce serait peut-être intéressant d'aller un petit peu plus loin, enfin en tout cas de développer peut-être certains aspects, et puis de dire ce que ça contient aujourd'hui, ce que ça permet aussi aujourd'hui. Parce que je crois que cette question de la pédagogie du projet, elle est aussi très liée, justement, je reviens sur cette tradition Beaux-Arts et sur ces liens entre Bordeaux et Paris. Puisque dans le cadre d'une école régionale d'architecture, finalement, la pédagogie du projet, elle est très limitée
dans le sens où l'ensemble des projets qui étaient réalisés par les étudiants, ils répondaient à des sujets qui étaient édictés par l'École des Beaux-Arts à Paris et ils étaient évalués par un jury à l'École des Beaux-Arts à Paris. Donc en termes de modalités pédagogiques, on est extrêmement dépendant de la tutelle parisienne. Donc il y a un accompagnement des élèves qui se fait en atelier avec ce qu'on appelle le patron, qui était Claude Ferré, qui passe peut-être quelques fois par semaine, une fois par semaine, un rythme, on va dire, ponctuel, un peu surveillé, comme le lait sur le feu, les étudiants en train d'avancer sur leur production graphique pour répondre à ces concours donnés par l'École des Beaux-Arts. Tout ça est évidemment complètement mis à plat après 1968, même si à Bordeaux, quand on regarde notamment la nature des sujets qui sont donnés aux étudiants en architecture après 1968, donc dans les années 70, on retrouve un certain nombre de sujets qu'on donnait déjà à l'École des Beaux-Arts ou qui, même dans les modalités pédagogiques, ressemblent aux modalités pédagogiques de l'École des Beaux-Arts. Donc on essaye de nouveau de maintenir ce modèle. Mais parallèlement, je le disais, des enseignants d'histoire, de sociologie viennent enseigner à l'école et quelque part renouvellent les approches des étudiants. Donc on sent bien que certains vont aller des deux côtés ou certains piocher plutôt d'un côté ou de l'autre. Alors, quand on a cherché le titre de l'ouvrage et particulièrement son sous-titre, on avait d'abord réfléchi à rupture et continuité, et c'est devenu finalement héritage et perspective, parce que on considérait pas que c'était une totale rupture, donc on a préféré le mot héritage. Et continuité, c'était pas non plus la totale vérité, puisque effectivement, face à la tradition, alors excusez-moi ce terme peut-être bateau, mais face à la tradition, finalement, dès avant les années 70 et même avant les événements de mai 68, des choses hybridées existent. C'est un champ des possibles en fait qui se fait à côté de l'école et de cet héritage de la tradition Beaux-Arts, et notamment, donc on l'a dit avec l'agence La Juste tout à l'heure, mais on pourrait aussi citer le groupe Agora par exemple, qui dans les mêmes années a cette envie d'offrir une autre proposition, d'être une autre proposition face à l'enseignement et peut-être même à la pratique de l'architecture qui se fait alors à Bordeaux. Donc c'est pour ça qu'on quitte rupture et continuité et on entre dans héritage et perspective. Et alors qu'on a le sentiment, ou en tout cas le préjugé peut-être, que cette tradition semble l'emporter même au-delà de 1968, eh bien on se rend compte que pendant les années 70, il est audible qu'à côté du projet, la recherche commence à se structurer, que de nouveaux enseignements apparaissent et prennent une place de plus en plus importante, notamment l'expérience de l'enseignement de l'urbain, de l'urbanisme, de cette échelle-là, où les étudiants de l'école avaient œuvré pour que la JUS soit embauché, mais il n'est pas resté très très longtemps. Et il y a véritablement de nouveau un phénomène qui apparaît dans les années 80 pour remettre cette échelle à l'honneur dans l'école. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que on dit que l'identité de Bordeaux, c'est cette tradition, cet héritage. Et finalement, Bordeaux est une des rares écoles où l'enseignement du projet urbain est aussi présent dans l'atelier. Donc, il y a la possibilité face à la tradition que d'autres choses existent, que d'autres choses se concrétisent, que d'autres choses puissent s'épanouir. Et ça passera aussi naturellement par la recherche. Donc là aussi, très tôt, à la fin des années 70, début des années 80, la recherche se met en place dans l'école, jusqu'à avoir aujourd'hui 3 laboratoires qui représentent 3 des orientations possibles de la recherche à l'école. Donc, on voit la diversité finalement que cette tradition a permis. C'est-à-dire que malgré, c'est parce que c'est pas une condamnation ou une critique, c'est que alors que la tradition et les héritages, les filiations sont encore visiblement aujourd'hui très présents dans l'école, eh bien, malgré tout, 3 laboratoires qui montrent 3 identités très fortes, 3 manières très fortes de faire et de penser la recherche dans cette école d'architecture. Et puis, une autre
alors pour moi, c'est pas une rupture, c'est une autre proposition de faire du projet qui se fait jour à la fin des années 80, au début des années 90. C'est quand l'école de Bordeaux d'architecture devient aussi une école de paysage. C'est-à-dire que depuis 1991, l'école d'architecture a doublé sa formation en ouvrant une formation paysage, qui est vraiment une autre manière de penser le projet, l'amenant probablement aussi sur des questions environnementales, sur des questions qu'on appelle aujourd'hui le durable, la transition, etc. Mais il y a là aussi une ouverture d'esprit, en vérité, inattendue pour une école qu'on considère peut-être trop souvent comme seulement attachée à la tradition et enfermée dans un héritage, alors que ces éléments qu'on vient très rapidement de brosser montrent bien que c'est pas la vérité complète de cette école et que d'autres choses sont possibles. Je trouve que c'est intéressant de revenir peut-être à ce moment-là de la discussion à la contribution que fait Gilles Rago à notre ouvrage. Parce que Gilles Rago revient dans sa contribution historique sur quelque part l'évolution spatiale de l'école à Talence. Et finalement, l'école, elle porte ce que vient de raconter Laurence, donc cette tension quelque part entre la tradition et les évolutions en ses murs, puisque la composition telle que l'a proposée Ferré et un groupe d'étudiants, c'est une composition qui a été jugée dès l'origine comme étant presque trop figée et empêchant les évolutions, justement. Eh bien, bon an, mal an, les évolutions se sont faites comme des greffes, finalement, qui ont plus ou moins bien prise sur cette composition d'origine. Et je trouve qu'il y a une métaphore spatiale de l'évolution pédagogique de l'école qui est très lisible. On lit dans les murs de l'école son projet pédagogique et l'évolution de son projet pédagogique qui s'est ouvert et diversifié. Pardon. Mais c'est peut-être ça. Mais ça, c'est peut-être une des, je ne sais pas si on en est à des conclusions un peu générales, mais quand même, en tant qu'historien et historien de l'architecture, vous avez appris en faisant ce travail. Et justement, vous avez appris peut-être ce que l'on peut lire, ce qui est intéressant à lire, qui est sous-jacent au conflit, qui va plus loin, qui prend des racines plus anciennes, qui a des répercussions plus pérennes. Donc ça, je pense que c'est certainement quelque chose que vous avez. Ce travail vous a formé d'une certaine manière. C'est peut-être ces questions-là que vous pouvez aborder parce que c'est très intéressant sur le rôle de l'histoire dans l'enseignement aussi. Moi, c'est marrant, j'y avais jamais pensé sous cet angle, mais finalement, Laurence, comme moi-même, on est des biographes au départ. C'est-à-dire, dans nos thèses, on a fait des biographies d'architectes. On s'est intéressé à une figure qu'on a inscrite dans des milieux et des contextes particuliers et singuliers. Et c'est vrai que s'attacher à l'histoire d'une institution avec une myriade d'acteurs qui lui sont attachés, que ce soit des enseignants, des élèves, des administratifs, des évolutions spatiales de locaux, des évolutions de programmes pédagogiques, c'est extrêmement différent, à la fois, je trouve, en termes de méthode et en termes de questionnement. Mais il y a toujours cette dimension qui est commune avec la biographie, qui est de s'attacher au destin des acteurs et au point de vue des acteurs, il me semble. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Laurence, mais Si, mais moi je partage complètement ton avis au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure concernant. Moi j'ai appris beaucoup aussi grâce au témoignage, c'est-à-dire que en bonne universitaire, le témoignage n'était pas considéré comme une source presque pour moi, et donc là c'est vraiment, mais avec quand même ce travail de recul et d'analyse. Mais évidemment que je partage complètement ce que tu viens de dire, et on y reviendra peut-être à la biographie, parce qu'en fait un des champs des possibles maintenant pour suivre ce travail, c'est aussi de s'intéresser à ces trajectoires et notamment à certaines dynasties qui ont profondément marqué l'histoire de cette école. Donc probablement qu'on va y revenir à nos premiers amours de la biographie. Pour compléter, je crois, Claire, qu'on a appris, nous, effectivement, en tant qu'historiens, mais je crois que le but aussi, c'est que les gens qui s'intéressent à l'architecture, à l'école d'architecture, évidemment, encore plus fortement, les étudiants et les enseignants dans les écoles d'architecture, prennent conscience de cette histoire. Moi, quand je suis arrivé en école d'architecture à Strasbourg,
j'en avais pas du tout conscience. À Bordeaux, un tout petit peu, puisque Gilles Rago avait posé quelques jalons. Mais c'est vrai que finalement, bah, quand on arrive dans une institution, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est très rare d'avoir cette conscience de cette histoire sur la longue durée. Et pourtant, quand on est, par exemple, élève, on sent bien qu'il y a des choses qui se sont transmises de génération en génération, qui sont là depuis très longtemps dans l'école, mais on n'a pas idée réellement des généalogies qui sont à l'œuvre derrière tout ça. Et je crois que c'est ça qui est au cœur de notre travail, en fait. C'est comprendre ces généalogies, ces aléas, ces ruptures, ces controverses qui façonnent ce qui peut caractériser non pas l'identité parce que ça serait trop restrictif, mais le climat de Oui, l'enseignement et dans une école d'architecture. oui, oui. Et il me semble aussi que vous avez pensé à, on dire, au public, à un public plus large qui pourrait s'intéresser à ce livre. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'on y trouve des choses extrêmement précises et qui, voilà, qui relèvent d'une culture professionnelle très, très pointue, et en même temps des témoignages sur la vie quotidienne. C'est très imbriqué, l'enseignement et la vie de tous les jours, surtout en 68, quand on vivait à l'école. Et donc, c'est presque une tranche de la, souvent, enfin, un reflet de la société bordelaise que l'on voit se dérouler à travers ces débats, à travers ces. On parle beaucoup de conflits, mais en fait, bon, ces frottements, voilà, c'est une société qui se confronte avec tout ce que ça peut avoir de violent parfois, mais aussi de très voilà, qui touche aux réelles préoccupations du moment. Mais enfin, pour moi, ce qui est très intéressant, je trouve, dans identifier ces frottements et comment ils fonctionnent et ce qu'ils révèlent, c'est que justement, ils produisent quelque chose. Ils sont pas stériles. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas le conflit pour le conflit. C'est le conflit qui permet de faire naître des choses. Alors, qui entérine par moments la tradition, qui en fait le fer de lance même parfois, mais qui permet à autre chose d'exister. Et je crois que c'est vrai que pour comprendre l'école aujourd'hui, l'architecture de paysage de Bordeaux, il faut peut-être se remémorer que les conflits du passé n'étaient pas stériles et ont produit des choses extrêmement intéressantes qui participent à expliquer ce qu'est cette école aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et puis, peut-être, je disais, en direction d'un public plus large, mais aussi de l'université, d'une façon générale. Parce que c'est bien, ce qu'on voit bien à travers votre livre, et surtout toute cette question de l'institutionnalisation progressive de l'enseignement, c'est que quand même les beaux-arts et cette tradition d'enseignement d'architecture a toujours été à part. C'est mis à part au départ de l'université, puis ensuite a été relégué un peu par l'université à l'extérieur. Et que là, on voit bien toute cette évolution de rapprochement, distanciation, toujours ce paradoxe, mais apporte quelque chose de spécifique dans la recherche universitaire, la recherche dans les écoles d'architecture. Donc on peut peut-être en dire quelques mots, parce que notamment sur cette grande contiguïté avec les professions, bon, que l'on ne trouve pas à l'université. L'université reste dans la transmission d'un savoir plutôt théorique dans le domaine des sciences humaines. Là, on est toujours confronté à de l'action, à de la conception, voilà, à des contextes, à de la fabrication. Donc, il semble, et puis, bon, cet aspect pluridisciplinaire de l'enseignement, tous ces aspects-là, de la recherche en architecture aujourd'hui, on n'a pas de la recherche en histoire, mais vous avez parlé peut-être des autres domaines de recherche, fait que finalement, on a l'impression qu'on découvre à travers ce livre voilà, des contenus foisonnants qui peuvent être aujourd'hui qui peuvent irradier un peu sur leur environnement universitaire. Alors, je ne sais pas si vous avez un avis sur cette question-là, mais il semble que, là encore, on est un peu dans le paradoxe, une école qui semble, entre ces quatre murs, assez refermée sur elle-même, et puis en même temps, un enseignement qui est capable de se confronter à des questions très complexes
de l'actualité et dans le cadre universitaire. C'est vrai que le développement de la recherche dans le milieu des écoles d'architecture, donc initié aussi par les tutelles successives de l'enseignement de l'architecture, elle a très fortement renouvelé ce paysage institutionnel et on est encore aujourd'hui, en 2022, dans un processus qui nous rapproche progressivement quand même de ce milieu universitaire. Peut-être qu'on arrive un peu en retard et à un moment où l'université maintenant essaye, elle, de se rapprocher du monde, d'ailleurs, professionnel. C'est un peu l'ironie de cette histoire. Mais toujours est-il qu'à partir des années 70 et dans les années 80, on voit des équipes de recherche se constituer, des équipes d'enseignants répondre à des appels à contribution à des recherches qui sont lancées par les ministères sur des sujets qui peuvent porter parfois sur le terrain local bordelais, mais qui peuvent aussi porter sur des terrains extrêmement éloignés, avec des méthodes très diversifiées qui vont puiser dans les questions urbaines, dans les questions des sciences sociales, dans les questions techniques et dans les questions historiques. Et ça va vraiment structurer le paysage, on va dire, scientifique de l'école telle qu'elle est aujourd'hui, et même des écoles telles qu'elles sont aujourd'hui au niveau national. Et l'introduction de la recherche dans les écoles va aussi faire évoluer forcément la pédagogie, puisque en plus de cet enseignement au projet d'architecture, des fois un peu à côté et des fois de manière plus hybridée, les étudiants vont être initiés à des méthodologies de recherche et ça va très fortement les marquer. Et on voit notamment, par exemple, dans les mémoires que réalisent les étudiants en école, notamment en accompagnement de leurs travaux de fin d'études, donc pour devenir architecte, des fois, ils réalisent des travaux qui sont de véritables, vraiment petits travaux de recherche qui ont tout leur intérêt et qui défrichent des terrains de recherche et même des méthodes de recherche très innovantes, justement par rapport à ce qui se fait à l'université, qui est peut-être plus académique. Donc avec une implication dans le réel, dans l'action, sur le terrain, qui est beaucoup plus rare du côté du terrain universitaire. Et ce qui est intéressant avec ce que tu dis, Gauthier, c'est que la jeunesse de la thèse en architecture va, d'une certaine manière, permettre de fabriquer cette culture aussi dans le domaine universitaire. C'est-à-dire que la thèse en architecture va permettre à ces outils, à ces méthodes qui sont issues du terrain, la plupart du temps, là aussi, de devenir une culture universitaire quelque part, de participer à la culture universitaire. Donc c'est intéressant parce que effectivement une boucle semble se boucler là grâce notamment à la thèse en architecture qui, je crois, joue un rôle vraiment très important dans ce processus vers l'université. Mais on voit aussi dans les années 70 et 80 à l'école, beaucoup de gens qui ont tout leur degré universitaire, si je puis dire, venir enseigner à l'école et venir apporter ce renouvellement et cette structuration. Donc c'est intéressant que ces effets d'hybridation, ils sont un peu dans tous les sens, quoi, dans les deux sens, ouais. Mais c'est vrai que ça bénéficie beaucoup aux étudiants d'avoir des personnalités comme par exemple, je sais pas, Bruno Fayolle-Lussac qui vient enseigner à l'école, qui a des méthodes qui puisent dans l'histoire, dans l'archéologie du territoire, du bâti. Enfin, tout ça, ça va beaucoup renouveler les méthodologies en fait de recherche et de travail dans les écoles et particulièrement à l'école de Bordeaux, tout comme je pense que l'introduction effectivement de l'enseignement du paysage va renforcer ce mouvement de renouvellement, un peu par effet de proximité d'une certaine manière entre ces deux formations. Mais c'est peut-être malgré tout un point de vue distancié que vous pouvez apporter grâce à votre... C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est ça qu'on doit apporter, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de gommer les conflits, on en a beaucoup parlé, de gommer les conflits et de gommer la violence des confrontations, parce que quand on est dedans, parfois on ne voit pas d'issue. Et on a l'impression qu'on n'est pas dans un renouvellement, qu'on est au contraire dans quelque chose de très enfermant et on a des difficultés. Et les conflits semblent finalement être presque héréditaires. Enfin, on a l'impression qu'on est dans quelque chose qui n'a pas de fin, qui n'a pas d'issue. Et je trouve que ce que vous proposez, toute cette lecture
avec toute la vie qu'elle contient et aussi ces germes de renouvellement continuel, quoi, ces rebondissements, ces paradoxes apparents qui sont productifs, enfin voilà, des processus finalement que vous mettez à jour, qui sont des processus vivants. Et ça, c'est très important, même aujourd'hui, me semble-t-il, pour expliquer à la communauté enseignante certaines, voilà, mettre à distance la communauté enseignante de ses propres voilà, mettre ses difficultés, l'aider à mettre ses difficultés de compréhension à distance. Il me semble que véritablement, ça pourrait être, il y a une sorte de pédagogie à avoir. Ça, ne pas s'enfermer dans le conflit stérile. Exactement, ça permet. Oui, Gauthier. Je veux bien, oui, un complément là-dessus. Je crois qu'une des vertus de cet ouvrage et de ce travail historique que l'on a mené avec Laurence et bien d'autres autour de nous, c'est effectivement peut-être de prendre une distance et un recul critique par rapport à cette notion du conflit, notamment grâce à l'association archivée. Parce que quand on regarde les témoignages des anciens étudiants, notamment autour de 68 et dans les années 70, ils étaient secoués de débats et partagés par des débats extrêmement violents. Aujourd'hui, ils sont tous réunis dans la même association. Ils n'ont pas perdu une seule de leurs convictions, hein, et ils ne racontent d'ailleurs les uns et les autres pas exactement la même école ou la même histoire, donc ils sont restés sur leur position, mais ils partagent un attachement commun très très fort à l'école d'architecture de Bordeaux. Donc ce qui les soude et ce qui les cimente, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont créé cette association, et c'est assez rare en France dans les écoles d'architecture, c'est malgré leurs différends, un attachement profond pour leur école. Qu'est-ce que vous auriez à dire comme conclusion un peu maintenant revenir sur un point où... Il me semble que l'intérêt de l'ouvrage qu'on propose avec Laurence dans cette collection Architecture et paysage, c'est un ouvrage qui présente une grande ouverture, une grande diversité d'approches, de matériaux, de documentation, qui peut à la fois intéresser, on va dire, le chercheur un peu spécialiste, érudit, mais aussi effectivement quelqu'un qui est plus lointain de l'histoire de l'école d'architecture de Bordeaux et qui du coup va puiser énormément d'éléments en lien avec l'histoire de Bordeaux, l'histoire de la région. Il va y retrouver sans doute des lieux, des personnages. Et je pense que c'est une manière d'entrer dans la richesse et la diversité de l'histoire de l'enseignement de l'architecture, notamment au XXe siècle à Bordeaux. Très bien. Laurence, donc ce qui est assez bluffant, c'est qu'on terminait le livre et alors qu'on terminait le livre, en même temps, on continuait déjà le travail, puisque avec Gauthier, on participe à un programme ANR qui s'appelle ENS-Archi, dans lequel on travaille sur, grâce notamment aux matériaux fabriqués par Gauthier et Camille Moulinier, qui sont les annuaires des élèves et des enseignants de l'école entre 1928 et 1978. Au sein donc de ce programme ANR, on travaille sur la prosopographie des enseignants et des élèves de l'école, de manière à donner une histoire sociale un peu plus fine et d'approcher plus sûrement les choses que ce qu'on a pu le faire dans l'ouvrage. Donc c'était assez amusant parce qu'on finissait quelque chose et en même temps, on était déjà sur une suite possible à donner à nos recherches. Et puis peut-être pour moi, terminer sur le fait que cette année, on célèbre les 30 ans de la formation paysage à l'école d'architecture et que je pense que là aussi c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être regarder, creuser. Il y a certainement aussi un matériau très riche à exhumer et sur lequel travailler. Et l'année prochaine, donc en 2023, on célébrera les 50 ans de l'école d'architecture de Talence. Donc voilà, on a des face à nous des injonctions presque de continuer le travail pour être présent à ces moments importants de l'histoire de l'école. Très bien. Moi, j'aimerais vous remercier tous les deux, vraiment particulièrement pour cette contribution à la collection Architecture et paysage des pubs de Bordeaux, puisque c'est une collection très récente. Et c'est vraiment tout à fait à propos de présenter comme ça cette grande fresque et cet ouvrage très très riche sur l'enseignement d'architecture
qui fait aussi son entrée à l'université depuis quand même maintenant 2 décennies, on pourrait dire, mais c'est très récent à l'échelle du temps universitaire. Donc, vraiment, c'est une très belle introduction à la discipline architecturale dans le Landerneau universitaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.